Ugo Ferrari a abandonné durant son UTMB 2024. Mais au-delà des faits de course qui l'ont contraint à l'abandon, Ugo a approché cette 6e participation à cet événement d'une manière légèrement différente des éditions précédentes. Plus précisément, il a mis en place 2 nouvelles pratiques pour améliorer encore ses performances de haut niveau. Tout d'abord, il s'est intéressé à l'acclimatation à la chaleur. Et d'autre part, il a augmenté son temps de pratique en musculation et en renforcement musculaire. Dans cet épisode hors série au format Back to the Future, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir 2 fois Ugo Ferrari. La première capsule a été enregistrée à 48 heures du départ de l'UTMB 2024. Dans celle-ci, nous revenons sur 1 an de préparation à cette course, les hauts et les bas, mais également qu'est-ce que Ugo considère juste avant le départ comme ses points forts et ses points faibles pour la compétition à venir. La deuxième capsule a été enregistrée quelques jours après l'arrivée et donc après son abandon. Durant cette dernière, nous revenons sur selon lui ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il conserverait à l'avenir et qu'est-ce qu'il changerait pour son UTMB 2025 auquel il est déjà qualifié et dont il a hâte de prendre le départ. Je ne vous en dis pas plus car Ugo a beaucoup de choses à nous raconter. C'est parti pour l'épisode. Salut Ugo, comment ça va ? Salut Cyril, ça va forcément très très bien, hein. On est juste avant l'UTMB donc pour l'instant il n'y a aucun problème. Et puis même si l'UTMB n'était pas là, on est face aux montagnes, on a une météo géniale, donc je pense qu'il y a pire comme situation. Ouais, on n'est pas côté Mont-Blanc, mais le Brévent, c'est sympa aussi. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps pour 2 raisons. Déjà, parce que on est juste avant l'UTMB, on enregistre mercredi 14h, donc on est vraiment pas loin de ton départ. Et deuxièmement, parce que t'as plein de choses à faire. Et deuxièmement, parce que t'es mon crash test. Tu te prêtes au jeu du Back to the Future, le nouveau format d'épisode que je développe. Et on s'est contacté, on s'est dit que c'était une bonne idée, donc je te remercie de faire ce test pour moi. Ouais, en plus ça me fait marrer donc t'as choisi parce que j'aime bien le film Retour vers le futur, donc allez, c'est parti. Donc pour les auditeurs qui l'ont pas compris, épisode en 2 parties. D'abord, on va avoir un moment là où toi et moi on va parler de ton entraînement et de ta prépa à l'UTMB, et après on aura une deuxième capsule où on reviendra dessus après ta course, je l'espère, tonitruante. Ouais, même si je me rate, t'inquiète, on pourra revenir dessus. Super. La première question que je vais te poser, ça va être assez simple. Quand on s'est écrit, on a parlé de quelque chose que tu as mis en place cette année particulièrement, à savoir un protocole d'acclimatation à la chaleur, plus prononcé que d'habitude, voire que tu n'avais jamais fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi déjà tu as fait ce choix et comment est-ce que tu as testé cette acclimatation à la chaleur ? Je pense que je l'avais fait par le passé sans m'en rendre compte, mais simplement en m'entraînant dans la chaleur et en essayant de récupérer correctement. Mais effectivement, depuis facilement 4 ans, j'avais pas été vraiment exposé à la chaleur l'été, parce que j'ai toujours fui, entre guillemets, à Tignes, en altitude. Donc même si certains jours on a un peu chaud, c'est très relatif. En tout cas, c'est pas vraiment... Et cette année, j'ai choisi de m'entraîner chez moi. Donc toi, t'habites plutôt autour de Grenoble, moi c'est plutôt autour de Chambéry. À 2 degrés près, on est égaux. C'est chaud, l'été est chaud, il est rarement frais. Et du coup, je me suis exposé à la chaleur, mais j'attends tes questions. Je pense que je me suis un petit peu trop exposé par rapport à ce qu'on pourrait définir comme étant un vrai protocole, ce que mettent en place par exemple des triathlètes. Alors j'ai pu échanger avec certains qui préparent Hawaï, et en fait sur la récup j'ai pas été bon. Sur l'exposition j'ai été plutôt dans le haut du panier, sachant que eux font ça plutôt à l'automne, ce qui fait que effectivement ils peuvent bénéficier de nuits fraîches, et ça c'est important. Dont toi, tu n'as pas bénéficié à Chambé, parce que là, pour les personnes, si on reprend un peu la météo Grenoble-Chambé sur le mois d'août, on a pris une petite vague de chaud de 2-3 semaines faciles avec des nuits qui sont restées lourdes, et ça change tout. Du 3-4 jours avant la 6000D, donc à peu près le 25 juillet, jusqu'à quelques orages au mi-août qui nous ont fait respirer un peu, mais 2 jours après, il refaisait chaud. Donc c'est vrai que très souvent, les nuits dans mon appartement, elles sont quasiment toutes été au-dessus de 25 degrés. Déjà, pourquoi tu as fait ce choix de te tourner vers l'acclimatation à la chaleur, alors qu'aujourd'hui on est dans une mode où tout le monde fait de l'acclimatation à l'altitude, tout le monde va en hypoxie, plus ou moins bien faite. Ça c'est un autre débat qu'on abordera peut-être pas aujourd'hui, mais il y a des protocoles des fois qui me font un peu sourire. Pourquoi tu as fait ce choix, toi, plutôt de la chaleur que de l'altitude, par exemple ? Je voulais changer, parce que j'ai été 3 ans à Tignes. Alors c'est très sympa, et d'ailleurs il y a une certaine probabilité que j'y retourne l'an prochain, mais je voulais changer. Je voulais aussi rester chez moi parce que ça faisait 3 ans que je disais à ma copine que je partais 1 mois. Ce qui pose pas trop de problème. Mais après, toujours faire ça tout le temps, ça devient de la névrose. Et j'ai aussi des chats, j'aime bien passer du temps avec eux, donc c'était un moyen de rester. Et c'était aussi une logistique plus simple parce que mes affaires ne bougeaient jamais de chez moi. Il y avait plusieurs choses faciles et j'étais assez curieux parce que j'avais lu plusieurs fois que l'entraînement à la chaleur pouvait être autant bénéfique que l'altitude. Je me suis dit, on va comparer alors.
Dans l'épisode que j'ai fait sur la chaleur avec Nicolas Bouscarène, que les auditeurs retrouveront en ligne... Ah oui, très bien, j'ai écouté celui-là. Lui, il disait que même on sous-estimait les effets et que l'acclimatation à la chaleur avait plus d'effets, selon lui, que l'altitude, et il aimerait bien une manip qui compare. Mais lui, il travaille là-dessus, donc il est peut-être biaisé, mais il mettait une pièce sur la chaleur. Et pour comparer, en fait, je peux même pas vraiment comparer cette année, parce que mon année a été différente. J'ai fait une année sans blessure, donc j'arrive de toute manière en meilleure forme. Tu peux nous donner les grandes lignes d'à quoi ça a ressemblé ton acclimatation à la chaleur, par exemple en termes de durée de session, de nombre d'expositions, de quand est-ce que tu as arrêté? Et ben justement, malheureusement, je devais me faire accompagner par Carole Ispi, en plus de mon coach Patrick Bringer. Et donc c'est deux personnes qui sont vraiment topissimes, mais elles ont des vies extrêmement remplies. Et Caroli a eu un souci d'ordre personnel cet été, donc il n'a pas pu être présent à côté de moi. Du coup, je me suis débrouillé tout seul avec les quelques conseils qu'il a pu me donner. Et j'ai réalisé l'entraînement que Patrick Bringer me donnait. Parfois, il y a eu des durées de 6 à 8 heures sous la chaleur. Et j'ai essayé de faire en sorte que même quand il y avait un jour de repos, j'allais faire une petite marche pour garder quand même un petit côté chaleur. Voilà. Mais en fait, j'ai considéré que j'étais tellement exposé à la chaleur avec les entraînements que ça suffisait comme ça quand j'étais chez moi. J'imagine que tu n'as pas arrêté pendant toute cette période d'entraînement le travail d'intensité. Tu as certainement encore monté dans les tours. On en fait un petit peu pour l'UTMB. Ouais. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait un petit peu. Ouais. Oui, tu maintiens au moins des qualités que tu as développées, donc tu en fais un petit peu au moins pour maintenir des capacités que tu avais. Est-ce qu'elle aussi, tu les as fait en t'exposant à la chaleur, ou est-ce qu'elle, tu les as décalées dans la journée? Je les ai décalés un petit peu pour pas tomber vraiment dans les pics de chaleur extrêmes. Les températures, à partir de midi, elles sont vraiment très hautes. Et par contre, ça reste haut jusqu'à 19h facilement. Pour moi, il était totalement exclu de s'entraîner le soir parce que ça nuit à mon endormissement et à mon sommeil. Donc, si le sommeil n'est pas là, on peut pas s'entraîner correctement. Et du coup, je les ai plutôt avancés dans le matin, les intensités. Donc, je commençais par ça quand je les avais. Mais comme le soleil était déjà présent à 8h, il faisait quand même chaud. Après, ça passait. Mais je pense que je me permets de donner un avis, mais je pense que c'est quand même un bon choix, puisque les intensités sous la chaleur, quand il fait vraiment chaud, je sais pas si c'est la meilleure des idées. En tout cas, les personnes que j'ai interviewées là-dessus, plutôt le déconseiller. Ouais, puis de ce que j'ai écouté justement de tes entretiens avec Nicolas, mais aussi avec une dame, j'ai pas son nom dernièrement. Florence Riera. Voilà. Ce qui ressortait, c'est qu'en fait, dans certains moments de nos vies, comme quand il fait chaud, en fait, les sportifs d'ultra-endurance se rendent pas compte, mais ils se surexposent déjà à la chaleur. Donc si on se dit je vais m'entraîner à la chaleur et qu'on veut encore durcir le truc, on va aller trop loin dans la violence. Oui, tu mets une veste imperméable, quand il fait 37, tu fais 20 minutes de 30-30 et là t'es bien exposé. Mais ça c'est débile. Ouais, mais là tu fais un malaise. Là tu meurs, tout simplement. Non mais voilà, il y a des limites. Dans ce cas-là, de ce que tu me racontes, ton protocole d'exposition à la chaleur, il est pas pire, à part des certaines durées qui ont été peut-être un peu trop gourmandes. Oui. En quoi toi tu considères que c'est raté? Parce que c'est ce que tu m'as dit quand même. Tu m'as dit, je pense que c'est pas si ouf. Ouais, je pense que ça mérite d'être largement optimisé. J'ai déjà les idées, je vais te dire comment faire. En fait, quand je faisais mon entraînement, franchement, j'ai jamais vraiment éprouvé de problème. Par contre, pour tes auditeurs, sachez-le, c'est pas du tout agréable. Si vous transpirez tout le temps, enfin vous êtes poisseux, vous sentez mauvais, vous avez la tête un peu... c'est vraiment très dur psychologiquement. En plus, j'étais sur les chemins que je connaissais par cœur. Par contre, je me suis... au début, je me pesais avant de partir et en revenant. Donc, je maîtrisais combien je perdais. Et même au début, où j'étais vraiment pas du tout adapté, j'ai pas perdu plus de 3% de mon poids. Donc, c'est pas trop déconnant. C'est pas énorme. Et à la fin, je perdais même très peu. Par contre, je buvais énormément. Hein. Je prenais des électrolytes en poudre, je prenais de la ceinture. Mon partenaire, il fait une bière sans alcool, j'en profitais pour en prendre parce qu'il y a d'autres trucs aussi dedans. Je buvais vraiment énormément de choses, mais jamais vraiment de l'eau plate. Et t'arrivais à compenser en fait quasiment à 100% tes pertes? Ouais, à la fin, je me suis pesé 2-3 fois avec une perte de 0,5% et après j'ai arrêté de me peser. Ok. Mais par contre, c'était à la fin de ton acclimatation. Donc, tu avais déjà des adaptations de la quantité de transpiration. Exactement. Exactement. Ouais. On voyait une différence réelle. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu as déjà vu. Parce que j'étais toujours sur les mêmes chemins, les mêmes parcours, donc c'était la même exposition. Ouais, donc tu as déjà vu un effet de l'exposition à la chaleur, en tout cas, qui, par exemple, réduction de la quantité transpirée. Oui, puis la différence, elle était de 1,5 kg. Elle n'était pas de 300 grammes. Et est-ce que toi, tu as senti, en termes de sensation, d'aisance ou de fréquence cardiaque dans les zones dans lesquelles tu travailles, une différence entre avant et après? Alors, je suis vraiment pas un spécialiste de la fréquence cardiaque, mais je la regarde tout le temps quand je cours. Donc, je vois un peu comment mon cœur varie. Et c'est vrai que quand on est frais
en forme, pas fatigué, et qu'on va s'entraîner à la chaleur, la fréquence cardiaque, elle monte plus vite. Ça, je pense qu'on a tous remarqué. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, au bout de quelques jours, elle montait plus du tout. Et là, je me suis dit que je devais pas être loin d'une grosse fatigue. Après, c'est pas déconnant, c'est les blocs de travail pour l'UTMB et on sait qu'ils sont conséquents. Et par contre, après, quand je me suis reposé, effectivement, là, cette dernière semaine, quand je refais des intensités, donc j'ai quand même continué à m'exposer un tout petit peu au soleil, mais sur des durées de 45 minutes. Et effectivement, là, la fréquence cardiaque remontait, ce qui montait que finalement, j'avais récupéré. Et du coup, ce que je trouve qui a été un petit peu raté, c'est qu'une fois que je m'étais exposé à la chaleur, c'était peut-être un peu extrême, mais bon, après, moi, je finis quasiment dans le top 20 de l'UTMB, donc je suis capable d'endurer aussi certaines charges. Par contre, derrière, je me reposais pas vraiment, dans le sens où dans mon appartement, en fin de journée, une fois sur deux, il faisait 28 degrés. Donc, même si tu as un ventilo, tu souffres. Et la nuit, comme je te dis, tu dors les fenêtres ouvertes, donc tu arrives à dormir parce que la température redescend progressivement à 25, mais il y a toujours du bruit dehors parce qu'il y a une route, parce qu'il y a un train, parce que à 5h30 du matin, on vient lever le conteneur poubelle, donc ça fait du bruit. Donc le sommeil était entrecoupé et il était quand même pas un petit peu en dessous des 7 heures par nuit, quoi. Ah, c'est marrant, la Savoie, vous avez le système de ramassage des poubelles et tout. Je pensais que vous vous débrouilez, vous, comme c'est un territoire un peu loin de l'Isère. Je pensais que vous aviez plus tout ça. Ah non, en plus, on a évolué sur la technique de... Voilà, on peut mettre plus de trucs dans la poubelle jaune, donc c'est super. Et la déchetterie où je vais, j'y suis passé avant de venir à Cham. 85% des déchets arrivent à être revalorisés. Blague à part sur la Savoie qui me tenait à cœur. On a des trains, donc comme tu peux l'entendre. Au final, en fait, le problème, c'est que tu as eu de l'exposition à la chaleur, mais tu n'as pas pu vraiment redescendre. Et dans ton appart, il faisait super chaud, tu avais du mal à redescendre vraiment en température, donc à vraiment récupérer. Ouais, exactement. Et j'ai discuté avec Yannick Matejisek, qui est un triathlète qui est lui aussi ambassadeur de l'application Nolio, donc je le connais un tout petit peu. Du coup, je me suis permis de lui demander, je sais que Caroline Spie lui avait fait des protocoles chaleur, et il m'a dit, en fait, moi déjà, je les ai fait l'automne. Et donc lui a pu ajouter à ses sorties des bains chauds, des saunas, parce qu'en fait, sa sortie était dure, mais pas trop, donc il la durcissait avec cette surexposition extrême après. Au début ou après tu peux aussi t'exposer avant, prendre un bain chaud, puis partir en vélo, mais dans les deux cas, ça marche. Alors, lui, il le faisait après, de ce que j'ai compris. Les deux marchent. Ok. Et en fait, il me dit, déjà, il faisait plus frais parce que c'était l'automne. Et si c'était un été indien, lui, il a la climatisation chez lui. Donc, il mettait 21-22 degrés et en fait, il récupérait vraiment. Tandis que moi, je continuais à lutter. Certes, c'est moins extrême que quand j'étais en train de courir dehors. Mais en fait, je continuais un petit peu à lutter et j'ai senti que ma récupération était pas optimale. Là, aujourd'hui, on échange à 48 heures à peu près du départ de l'UTMB. 50 heures exactement, si ça va être un truc dans le genre. Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi quand même à récupérer, parce qu'on a eu en plus une réduction des températures depuis quelques semaines? Exactement, à 10 jours de la course, on a eu une réduction des températures. Est-ce que tu trouves que tu as récupéré, que tu as dépassé ce cap-là et qu'au final maintenant c'est pas trop mal? Ou est-ce que tu penses que tu as encore une fatigue latente à cause de ce protocole? Je pense qu'il y a encore peut-être un petit résidu, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pu récupérer, j'ai repassé la barre des 7 heures de sommeil par nuit, j'ai fait une ou deux nuits à 8 heures, quelques-unes à 7h30, donc c'est pas mal, c'est plutôt ma moyenne à l'année, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que là, c'est un peu un coup de bol, ouais. Le gros avantage, c'est qu'on a regardé, toi et moi, juste avant de lancer la vidéo. Pour l'instant, les températures annoncées sont relativement chaudes. 28 à Chamonix la journée, le vendredi. Le samedi, tu vas nous dire, j'ai oublié. Et je crois que c'était pareil, 25, lourd, 25 à 28. Donc en fait, il y a quand même de grandes chances que même si tu as peut-être un peu de fatigue résiduelle, tu bénéficies quand même de tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as maintenu des petites expositions? Là, par exemple, tu te dis, je vais faire un petit footing de 30 minutes pour maintenir des adaptations, ou est-ce que tu as complètement cuté la chaleur? Si, je l'ai maintenu. Tu vois, c'est tout con, mais mardi, je suis allé chercher mon dossard à 14h. Et après, j'ai fait aussi un petit mot avec le partenaire Sonto, quelques photos avec l'UTMB, donc je suis resté, on va dire, 2 heures dehors un peu au soleil. J'ai transpiré un peu, donc je pense, lundi, j'avais rien fait, mais par contre, mes derniers entraînements, samedi, dimanche, je les ai faits à la chaleur chez moi. Ça durait 1h15. C'était une chaleur qui n'était pas trop extrême. Donc j'ai vraiment maintenu jusqu'au dernier jour. Même si les journées, elles étaient plus fraîches et la température redescendait vraiment la nuit. Par contre, je faisais mes toutes petites séances d'affûtage, je les faisais pendant qu'il y avait vraiment le soleil. Ouais, ok. Donc en plus, tu as la petite répétition qui fait que tu es censé maintenir largement.
Il me semble quand même vraiment. Ouais, j'ai essayé d'y réfléchir. T'es un peu pessimiste, je trouve, quand tu dis qu'il a pas été optimal. Je trouve que ça va, c'est pas pire. Ouais, mais tu sais, moi, j'adore justement. Dramatiser. Non, en fait, l'UTMB, j'y vais chaque année et j'adore peaufiner ma préparation. Et du coup, même quand je finis, tu vois, il y a de très fortes chances que j'améliore un petit peu mon chrono par rapport à l'an dernier. Donc l'objectif sera réussi. Mais en fait, quand je vais passer la ligne, je vais t'expliquer les 3-4 points que je peux améliorer pour l'an prochain. C'est une belle démarche, c'est vrai, j'ai oublié de le dire au début de l'épisode, mais c'est ton 6e départ. Je suis content quand même. Hein. C'est ton 6e départ, c'est ça ? 6e départ. Il y a un autre petit point que je voudrais aborder dans ta prépa, parce qu'en regardant un petit peu ce que tu fais sur Instagram et en écoutant des fois des épisodes à toi, j'ai eu l'impression que tu avais forcé le côté muscu. On a parlé un petit peu. Est-ce que tu veux nous raconter un peu pourquoi et comment tu as fait pour accentuer ce côté renfo ? En fait, j'ai fait un constat l'an passé. Je n'étais pas dans les meilleurs descendeurs sur l'UTMB, alors que j'étais convaincu de l'inverse. Tu vois, je trouvais que je descendais bien. En fait, non. Donc je me suis dit, il faut descendre plus vite. Donc il va falloir faire du D-, il va falloir en faire plus. Mais pour ça, il va pas falloir se blesser, il va falloir des muscles plus costauds. Donc j'ai doublé en fait les séances de musculation. J'en faisais une le mercredi matin. Et depuis début novembre, j'en fais une soit le vendredi soir, soit le samedi, soit le dimanche, suivant les courses que j'anime, ça dépend. Et donc j'ai doublé le temps. Bon, après je suis passé de 50 minutes à 1h40 quoi. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. J'avais cette discussion, je l'ai cité dans l'échange avec Thomas Cardin, mais j'avais cette discussion avec JB Morin, qui est un peu spécialiste muscu et endurance. Il disait qu'on sous-estime la sollicitation musculaire parce que le cardio est bas. Donc on a l'impression que c'est une séance facile, mais il dit si on regarde en EMG ou quoi ce qui se passe au niveau du muscle, t'es plutôt proche de ce que tu fais sur un fractionné à haute intensité. C'est possible. Et il dit donc on a tendance à sous-estimer la sollicitation. Donc tu as 50 minutes de séance comme ça. En fait, c'est 50 minutes de séance qui sont relativement sollicitantes pour tes muscles. Tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemblait une séance de renfo pour toi ? En fait, en octobre 2022, j'ai été approché par Mathieu Sûr qui fait de la kettlebell, donc il a tous les diplômes possibles là-dedans. Là. Et il m'a dit, moi je pense que tu peux vraiment progresser avec ça. Donc j'ai été surpris de sa démarche, de venir me voir et de me dire de faire ça. Du coup, je lui ai dit, d'accord, mais faut que tu me montres comment faire. Et donc en fait, on a convenu tous les deux que je venais chez lui le mercredi à 9h. Et on a fait ces entraînements ensemble. Et au bout d'un mois et demi, en fait, j'avais vraiment pris goût parce que c'est très ludique. Alors que la musculation que je faisais avant était très chiante. Donc ça me plaisait. Et toute l'année, on l'a fait comme ça et j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et du coup, quand je lui ai dit, je veux progresser, je veux faire 2 séances, lui, il m'a encadré. Donc la deuxième séance, je la faisais tout seul chez moi. Mais c'est lui qui me donnait le programme. Et vu que c'est devenu un ami, on échange sur tout un tas de choses. Et en fait, quand je commence à lui dire, ouais, je suis un peu fatigué parce qu'il y a ci ou ça, il me le dit pas. Mais quand je reçois la séance, je vois qu'il a allégé des trucs. Donc lui, il adapte en permanence. Même si on tend vers une progression quasi constante. Et vu qu'il court aussi, ça c'est très important pour que j'ai confiance. Enfin, il va courir l'UTMB d'ailleurs. Vu qu'il court aussi, il se rendait compte quand je lui disais, Patrick Bringer, mon entraîneur, m'a mis telle séance. Lui, des fois, il me conseillait de la décaler d'un jour ou de la faire plutôt le soir et de venir à la muscu le matin, etc. Quand tu travaillais avec tes kettles, t'étais plutôt sur des contractions explosives, j'imagine ? Des recherches de vitesse avec le poids ou pas spécialement ? Je pense qu'on faisait un peu tout. Ok, des choses un peu d'endurance, avec beaucoup de répètes. Exactement. Donc la séance, si tu veux, elle commençait avec beaucoup d'exercices de mobilité. Ça, c'est très, très ludique. D'équilibre. Et c'est un équilibre où tu es gainé, en fait, parce que tu vas être dans une position déstabilisante. Après, on faisait toujours l'exercice de force. On faisait un exercice de force, donc ça peut être 3x5 goblet squat. Et après, on faisait un exercice un peu encore sur les jambes, mais c'était pas vraiment de la force. Et à la fin, on finit toujours par des swings, ce qui est peut-être l'endurance. Ok, vas-y, raconte-moi ce que c'est qu'un swing. Un swing, donc tu prends la kettle face à toi, t'es courbé en avant, tu la balances sous ton corps et tu la relances devant toi. Enfin, tu la tiens tout le temps. Donc du coup, si tu veux décrire le mouvement, tu vas faire un squat quand tu vas lancer la kettle derrière toi, tu vas te relever de manière explosive sur tes jambes quand elle va se lancer devant toi. Et en fait, tu vas être gainé tout du long parce que la boule, avec la balistique, elle prend de la vitesse et donc sa masse augmente en fait. Et tu dois la retenir quand elle revient. Pour la repasser dans tes jambes, oui. Tu dois la retenir la descente. Donc là, tu as un moment un peu excentrique avec tes cuisses. Et avant, tu redescends avec c'est le ça. poids de la boule qui descend. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est des exercices qui sont super intéressants. Voilà. Et là, tu le fais en endurance, tu le fais sur 10 minutes et tu fais plusieurs séries. Donc là, on est à quelques jours de l'UTMB, je l'ai dit, et tu as quand même 2 grandes nouveautés dans ta prépa. L'acclimatation à la chaleur que tu as testée,
plus ou moins bien, mais il y a quand même beaucoup de positifs, je trouve. Oui, c'est vrai. Et la muscu que tu as mis en place. Est-ce que toi, là, quand tu penses à l'UTMB, parce que j'imagine que tu penses quand même un petit peu à la course à 48 heures du départ, tu arrives à identifier des zones où tu penses que tu vas être plus fort, des zones où tu risques d'être moins fort et tu veux faire attention? C'est quoi ta lecture de la course, là, à quelques jours du départ? Pour qu'on revienne dessus, en fait, dans la partie 2. Moins fort, je pense pas, parce que j'ai fait une meilleure année. J'ai été plus en forme. Dès le début, dès mars, j'ai vu des changements et j'ai eu 0 blessure, donc j'ai vraiment continué là-dessus. Du coup, je vois pas pourquoi je serais plus faible à un moment donné. Enfin, après, il peut y avoir des faits de course, hein, mais pour l'instant, ça me fait dire que non. Et par contre, là où je veux aller plus vite, donc pareil, je l'ai défini sur le parcours, parce que Guillaume Millet, qui est quelqu'un de très intéressant, m'avait dit, en fait, quand tu arrives en forme sur une course, tu utilises ta forme, mais après la mi-course, pas au début. Parce qu'en 2021, j'ai fait mon premier stage en altitude, je suis arrivé avec un taux d'hématocrite de folie, et j'ai fait tout le début de course avec les premiers. Et après, musculairement, voilà quoi. Et du coup, là, je vais pouvoir descendre vite dès le début. Enfin, vite avec des guillemets, disons plus rapidement que l'an passé, dès la descente sur Saint-Gervais. Parce que je l'ai travaillé, mais depuis 1 an presque. Et toutes les autres descentes, j'ai quantifié de gagner un petit peu de temps, une minute ou deux, par-ci par-là, sur les descentes. Les montées, pas spécialement plus vite. Il y a aussi une petite nouveauté que j'ai oublié, enfin que j'avais pas prévu de te poser la question, mais en venant, j'ai vu le sachet sur ta table. T'as un nouveau type de nutrition avec Baou, il y a une nouvelle gamme, c'est ça? Que t'avais pas l'an dernier? Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté pour toi? Non, en fait, ils font une boisson à l'effort. Elle va très certainement sortir. Là, ils l'ont fait juste pour les athlètes assez rapidement. Et avec une très petite quantité, un autre labo que d'habitude, etc. Et en fait, il y a beaucoup de maltodextrine dedans et je consommais déjà ça avant. Donc moi, ça me change rien. Simplement, ils ont un petit goût menthe qui est assez agréable. Donc c'est vrai que c'est plus sympa à boire qu'avant, mais c'est globalement la même chose. Ok, oui, donc pour toi, au niveau nutrition, il n'y a pas d'énormes changements sur la course? Eh si, un petit peu, parce que Baou a sorti ce qu'ils appellent des gels, mais en fait, c'est de la purée de fruits avec du sirop d'agave. Et ça me permet d'emporter moins de purée sur moi. Ce qui fait que je me déplace avec, en moyenne sur la course, 300 ou 500 grammes de moins. Ce qui n'est pas négligeable, hein. Ce qui est vraiment pas négligeable, 300 grammes de moins. Un petit ouais, parce que quand on repart des Contamines et de Courmayeur, c'est des zones très longues sans assistance. Et du coup, c'est vrai qu'on embarque beaucoup de nutrition, que l'on soit à l'avant ou à l'arrière de la course. Encore plus à l'arrière, si tu dois, ça dépend de la durée de la portion. En fait, je te dirais que ça dépend du concurrent, parce que t'as des gens qui peuvent manger n'importe quoi. Donc eux, ils se reposent sur le ravitaillement, ils n'ont pas besoin d'emmener beaucoup de nutrition. Et par contre, t'as des gens, et eux, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils peuvent manger que leur marque à eux. Et eux, ils doivent porter beaucoup de poids, malheureusement. Ouais. Je mange uniquement mes produits à moi, mais c'est juste parce que j'ai pas de problème, c'est juste que je suis scientifique, j'ai mon grammage, je sais ce que je veux manger. Si je mange une banane, je sais pas ce que c'est le ratio glucose-fructose d'une banane, donc je veux par contre mon gel, je le sais, donc oui, il faudrait que je le calcule. J'ai interviewé Germain Granger, là, l'épisode sort, pour les auditeurs qui nous écouteront, il s'est déjà sorti, mais en off, il m'avait dit que lui, il avait calculé tous ses produits, donc tu peux le faire, hein, faut un peu de temps, un tableur Excel, mais tu peux le faire. Et Germain, qui lui aussi sort d'une formation ingénieur. C'est vrai, c'est ça. C'est peut-être un problème avec les chiffres. Ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir. J'en ai des tableurs, j'en ai. J'imagine. Hugo, à moins que tu aies un point spécifique qu'on n'a pas abordé et que tu souhaites rajouter sur cette approche de la course, je te propose qu'on clôture cette première capsule ici. Et toi et moi, on se retrouve après ta course, le temps que tu récupères un petit peu pour revenir sur tout ça et voir quelles sont tes sensations grâce à ces nouveautés dans ton entraînement. Ouais, écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on a été clair et précis. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un fait de course qui va m'empêcher de pleinement exprimer mon potentiel. L'an passé, au kilomètre 70, je me suis tordu la cheville. Alors, c'était incroyable. 5 minutes après, j'avais plus mal. Pourtant, j'ai l'habitude de me la tordre et ça partait vraiment comme d'habitude. Donc, c'est bizarre, j'explique pas. Et c'est vrai que je voudrais juste rappeler que quand on fait de l'ultra, on a beau venir entraîner, sûr de soi, etc. Il peut se passer beaucoup de choses complètement annexes sur lesquelles on n'a pas de prise. Et voilà, il faut vraiment se satisfaire quand on réussit notre ultra trail, parce que c'est jamais gagné. On a toujours des exemples de gens qui se retrouvent avec une galère impensable. En tout cas, dans le nombre de choses de l'équation, le nombre de choses qui peuvent venir t'embêter, il y avait la chaleur
On sait, les courses sont de plus en plus chaudes et à Chamonix. Et là, toi, tu as décidé d'enlever un peu cette épine et du coup, on va voir si ça change l'équation pour toi. Bah, c'est vrai qu'on peut croire ou non au changement climatique, on lit un peu tout sur Internet, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tous les prochains étés seront chauds. Peut-être dans 20 ans, j'en sais rien, mais les prochains, ils le seront. Donc pour l'instant, oui, c'est plutôt intelligent de s'acclimater à la chaleur. Bah, Hugo, je te remercie encore une fois beaucoup pour ton temps et ton accueil. On est là où tu dors, donc vraiment merci beaucoup. Je dors à l'intérieur, mais... Ah bon, tu veux pas te rafraîchir dehors ? Non, c'est bon, c'est bon. Merci encore une fois beaucoup et j'ai hâte de te retrouver après ton UTMB, mais surtout j'ai hâte de voir ta course. Ouais, bah merci Cyril. Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez mes articles de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. On commence cette interview en admirant le chat de Hugo, un des chats de Hugo qui s'appelle Jean. Le plus beau des trois ou pas ? Ah, le plus beau, je sais pas. Moi, je l'aime bien parce qu'il est rigolo. Bon, il coûte un peu cher, lui, il a tendance à se fracturer des trucs. En tout cas, il nous surveille, il est venu faire un peu l'intéressant, il nous tourne autour. C'est un bon moment, un bon moyen de se retrouver. Hugo, je te remercie encore une fois de m'accueillir. On est dans cet enregistrement numéro 2. On avait dit qu'on se retrouverait après l'UTMB et j'ai repris l'enregistrement ce matin. Tu m'avais dit, quoi qu'il arrive sur l'UTMB, on se verra après. Ouais, je pensais pas que j'allais abandonner. Bon, du coup, c'est fait. Je te cache pas que c'est moins marrant. La déception est grande. J'aurais évidemment préféré t'interviewer avec le record de la course. Bon, on fait avec ton abandon, mais le but, c'est d'en discuter. Il y a des hauts et des bas dans les courses, dans les carrières sportives. Tu as souvent montré beaucoup de hauts avec, comme on l'a dit aussi dans l'épisode numéro 1, dans la partie 1, une amélioration de tes performances au cours de tes 5 participations. C'était ta 6e. Là, il y a eu un couac. On va en parler un peu. La première question, c'est là de suite. Comment tu vas ? Ça va, j'ai digéré un peu, même si mentalement, c'est pas très facile. Ça m'a rassuré, entre guillemets, de voir que pour d'autres favoris, c'était le cas aussi. Il y en a aucun qui a abandonné par plaisir, même si certains ont abandonné assez tôt, c'est qu'ils allaient vraiment mal dès le début. Et après, on peut relativiser. C'est vrai que quand tout va mal dès le début, moi, ça a été après la mi-course. Je pense que c'est quand même difficile d'aller au bout, même si on a des autres exemples. Mathieu Blanchard m'a envoyé un petit message, par exemple. Lui aussi, il a été pas mal affecté. Hein. J'ai écouté ses interviews. C'est pas marrant, ouais. Je t'ai proposé en arrivant ici que toi et moi on prenne un moment après qui sera réservé à mes auditeurs Patreon et peut-être au tien pour discuter de cet UTMB 2024 particulier. Mais en tout cas, la chose qu'on peut dire déjà de sûr pour tout le monde, c'est que c'était un UTMB un peu différent des années précédentes. Un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a pu voir les 3-4 années qui ont précédé. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'abandons un petit peu plus à l'avant de la course. Parmi les très très grands favoris, vraiment ceux qui auraient éventuellement constitué le top 10. C'est vrai que ça, on l'avait pas vu depuis, je pense, 2018. Est-ce qu'on va repartir dans une vague où tout le monde finit, ou est-ce qu'on va se reprendre une année où ça abandonne beaucoup ? Je sais pas. Là, de suite, toi, tu l'as déjà dit dans ton épisode, dans ton podcast, un de tes derniers que tu as fait post-UTMB, mais pour les auditeurs qui ne l'ont pas entendu, est-ce que tu peux résumer à quoi est-ce que tu attribues les raisons de ton abandon ? Qu'est-ce qui t'a fait bâcher ? Ouais, c'est vrai que le podcast, je l'ai enregistré le mercredi, juste après la course, donc j'avais pas forcément toutes les billes. Et c'est surtout le jeudi, quand j'ai tapé mon compte-rendu vraiment écrit pour mettre sur Patreon. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais si t'es un peu dégoûté et tout, écris ce que tu ressens, ça va t'aider. Ouais, Salut mon ami Hippolyte qui m'a glissé ça, qui avait une fracture de fatigue l'an passé. Et je pense de plus en plus que j'ai eu un virus, un truc où j'étais un peu malade, un truc qu'on se serait refilé un peu sur le salon, parce que la simple intoxication alimentaire, en termes de timing, il n'y avait pas assez de temps pour le ressentir vraiment dans la course, et il y aurait eu beaucoup plus de coureurs touchés, un petit peu comme au Val d'Aran, quand il y avait eu un souci sur l'eau, ça s'est compté en plus de 500 personnes qui se plaignaient. Là, on est quelques-uns, à différents niveaux de la course, mais je pense que c'est pas assez signifiant pour conclure là-dessus. Et par contre, quand je tapais mes lignes, je mettais mes fenêtres d'affichage avec le cardio. J'ai extrait ça sur Nolio, ou Strava pour ceux qui utilisent Strava.
Et effectivement, ma fréquence cardiaque était vraiment très élevée, ce qui laisse supposer une maladie, un virus, et ça dès les premières foulées. T'étais au capteur de FC ceinture, si j'ai bien compris. J'avais la ceinture, c'est la ceinture que je porte depuis 1 an et demi. Il n'y a eu aucun bug dernièrement, donc en théorie, c'était bon. Oui, donc on peut croire CFC, même si le jour d'une course, et encore plus le jour de l'UTMB, t'es peut-être déjà 10 BPM plus haut. Là, ouais, mais je l'ai fait l'an passé, donc je sais que je suis plus haut, mais là, j'étais plus haut. Ouais. Et ça voulait pas redescendre, quoi. Donc là, pour l'instant, t'es plutôt sur un virus, quelque chose qui s'est passé qui t'a mis pas bien, et de ce que j'ai entendu dans ton podcast, t'as été très malade, vomissements, baisse de forme considérable, à plus pouvoir avancer du tout, et au bout d'un moment, t'as dit je bâche. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans ton épisode, dans ce que t'as dit, c'est une des raisons que t'as dit pour bâcher, c'est je bâche parce que j'ai aussi envie de voir mon frère arriver. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, en fait, jusqu'à Champais, l'allure que j'avais me faisait finir vers 20h, donc j'allais mettre 26 heures d'effort au lieu des 22-30 ambitionnés. Du coup, à notre niveau, c'est vraiment une très grosse contre-performance, mais c'était pas très grave parce que j'allais arriver à 20h, on allait pouvoir faire la fête le soir, etc. En fait, il n'y avait aucune conséquence sociale. Le problème, c'est qu'après Champais, mon état a vraiment empiré, ce qui m'a complètement empêché de courir, que ce soit du plat, de la descente, ce que tu veux. Et en fait, c'est surtout en montée où il y a eu des gros soucis, je me suis mis à être essoufflé. Donc en fait, je suis allé voir aussi la tente médicale à la Giette et mon taux de saturation baissait, donc c'est ça qui faisait que j'étais essoufflé, exactement comme quand j'étais en très haute altitude. Et du coup là, j'étais obligé de faire des pauses dans les montées. Bah là encore, c'est pas très grave. Je pense que tous ceux qui ont fini la course ont vécu ces moments de pause dans les montées parce que c'est assez raide. Et je me faisais doubler par des randonneurs avec un gros sac à dos qui étaient dans une forme coussi coussa. Donc j'allais vraiment très doucement. Et j'ai essayé d'extrapoler et j'allais arriver vers 2-3 heures du matin. Et là, je me suis dit, bah du coup, tu vas pas voir ton frère à l'arrivée. Bon, ça, ok. Mais en fait, tu vas mobiliser toute ta famille la soirée. Donc, ils vont pas pouvoir fêter ça avec ton frère. Ils vont aller le voir à l'arrivée. Ça se trouve, il y aura un bouchon sur la route. Ils vont peut-être même le rater. Ils vont revenir te voir au ravitaillement parce qu'ils sont inquiets. Même si je leur dis de pas venir, ils vont venir. La nuit, ils vont pas arriver à dormir parce que je serai sur les sentiers, etc. Donc je me suis dit, bah là, t'as 2 choix. Premier choix, tu passes pour un guignol auprès de ta famille parce que tu refuses d'aller les voir. Et deuxième choix, tu passes pour un guignol auprès des gens qui te suivent parce que t'as dit que t'abandonnerais jamais sur l'UTMB et t'abandonnes. Tu vois, même le chat est pas content. Le chat, il aime bien ce moment, j'ai l'impression. Il est revenu pour ce moment-là de discussion. Et du coup, je me suis dit, bah, dans les 2 cas, je déçois quelqu'un. Ceux que j'ai pas envie de décevoir, c'est surtout pas ma famille. Donc j'ai abandonné comme ça, j'ai filé voir mon frère à l'arrivée, on a pu faire la fête, on a pu aller boire un coup, on a pu aller manger tous ensemble, passer une vraie bonne soirée. Et du coup, je suis passé un petit peu pour un con auprès de mon auditoire, mais voilà, c'est pas grave, ils me pardonneront. Mais j'avais pas le choix, j'étais obligé de perdre sur un des 2 tableaux. Ça, c'est un peu comme dans Saw, les films Saw. Je sais pas si tu vois, t'es piégé, t'es enchaîné, et en fait, pour sortir, t'es obligé soit de te couper un bras, soit de faire un truc que t'as pas envie, en fait. Mais t'es obligé. T'as pas de bonne option. Il y a pas de bonne option, voilà, c'est ça. Il y a pas de bonnes options. Ouais. Dans les 2 cas, j'allais avoir des regrets. Dans mes épisodes avec des invités, d'habitude, je leur prépare un tu préfères, un petit jeu du tu préfères au milieu de l'épisode, et ces 2 options dégueulasses, je te l'ai pas proposé, je te l'ai pas fait, mais c'est un peu ça là. Qu'est-ce que tu préfères, décevoir ta famille ou décevoir ton soutien Patreon par exemple ou autres personnes qui te suivent? Et bah là, apparemment, t'as fait le choix en tout cas de pas décevoir ta famille. Ouais, j'ai très rapidement arbitré la famille d'abord. Ouais. Si on revient du coup sur une des premières choses qu'on a discuté dans la partie 1, un des trucs qu'on avait vraiment passé du temps à discuter, c'était ton acclimatation à la chaleur et le temps que tu avais passé à t'entraîner dans le chaud. Coup de bol, j'étais au départ et j'étais là tout le long, il faisait chaud et humide. 28 degrés à l'horloge de la pharmacie en partant à Chamonix. Et ça, c'est quand même relativement élevé. Et même à Notre-Dame-de-la-Gorge, quand j'y étais moi le soir, là, il faisait encore chaud et encore humide. J'ai échangé avec Germain Grangier, qui m'a dit que c'était vraiment... l'humidité était très désagréable parce que c'est vrai. Ça faisait beaucoup transpirer. Toi, comment tu t'es senti par rapport dans cette ambiance chaude? Est-ce que tu as trouvé les bénéfices que tu es allé chercher avec l'acclimatation? C'est là où je pense que j'ai vraiment pu repousser très tard le moment où je me suis mis à vomir, ce qui était finalement peut-être un signe de mon corps pour me dire arrête-toi. Il a cherché tous les moyens, puis à un moment donné, il s'est dit tiens, je vais tout régurgiter
parce que j'étais malade, je pense, dès le début, voire même dès la veille, hein, si je suis très honnête avec toi. Ma montre, elle prend la variabilité cardiaque et je regarde pas, parce qu'en général, je considère que c'est un algorithme un peu benet. Mais c'est vrai qu'il avait baissé, étrangement. Et le jeudi, je me sentais pas très bien. On a fait un footing avec Altra, je me sentais un peu lourd, déjà un peu KO. Mais c'est la veille de course, on se dit tous c'est mauvaises sensations, c'est normal, c'est toujours comme ça. Et malheureusement, le jour de la course, je sentais qu'il y avait un truc qui me freinait un peu. Mais les temps de passage étaient bons, la chaleur, je la ressentais pas plus que ça. Et surtout, j'ai mis en application tout ce que j'avais vu, c'est-à-dire boire beaucoup dès le début. Si c'était à refaire, je m'arrêterais même prendre une flasque aux ouches. Ce que j'ai pas fait, j'ai pris 1 litre à Saint-Gervais, ce qui est déjà pas mal par rapport aux autres. Et après, justement, comme tu dis, il faisait chaud aussi à Notre-Dame-de-la-Gorge, ce qui fait que je me suis pas changé au Contamine. J'avais, de toute façon, mon pull du matériel obligatoire, je l'avais mis dans un zip loqué, et je l'ai changé à la Balme. Tu vois, j'ai bénéficié du ravitaillement de la Balme avec les lumières pour le changer, et après, il fait vraiment plus frais, donc après, ça va. Zip bloqué qui peut servir à garder une veste ou également une réserve d'eau, si j'ai bien compris. Oui, pour faire écho à Vincent Bouillard, le pauvre, j'imagine le stress qu'il a dû vivre parce qu'il avait ses 4 flasques en permanence sur lui. Il s'en servait même pour transporter sa poudre. Et va savoir pourquoi il en laisse une à Valorcine. Et il se fait contrôler à la flégère, quoi. Quand il s'est fait contrôler, pour l'anecdote, moi je serais lui, j'aurais frôlé la WC. Quand il s'est fait contrôler, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert l'onglet avec le règlement de l'UTMB en me disant c'est écrit quoi mot pour mot le règlement de l'UTMB. Moi je pensais 15-30 minutes de pénat. Non, en fait, le règlement c'est. Disqualification. Non, c'est réserve d'eau. Donc c'est ça, moi j'ai regardé, c'est quoi le terme. C'est pas marqué flasque, c'est pas marqué poche à eau. Regardez la nomenclature. Ouais, et du coup c'est marqué réserve d'eau. Et j'ai envie de dire, dans un sachet de congélation, si je fais un nœud, j'ai une réserve d'eau. Après, il faut faire attention à avoir le matériel, mais moi aussi l'an dernier, à un moment donné, il y a une flasque, elle ballottait et je l'ai perdue. Parce que j'étais avec casquette verte, on discutait, je sais pas, à un moment donné, j'ai voulu la prendre, elle était plus là. Et à ce moment-là, j'étais, entre guillemets, condamnable, parce que il m'en manquait une, quoi. Sur une course, j'ai fait tomber ma frontale de secours, numéro 2, est tombée de mon sac, et je m'en suis pas rendu compte. Et je m'en suis rendu compte à l'arrivée, et je me suis dit, mince, j'ai fait toute la course sans le matériel obligatoire frontale numéro 2. Ouais, c'est pour ça. Ça arrive. Maintenant, déjà, j'ai toujours des poches fermées, je mets rien dans des poches ouvertes. Et mes flasques, maintenant, j'ai un truc qui les attache, là, un élastique. Normalement, elle bouge plus. Revenons à l'acclimatation à la chaleur. Donc toi, pour l'instant, cette première partie-là, bien vécue, et tu trouves une différence par rapport aux années précédentes où il a pu faire chaud en termes de sensations? Justement, j'étais vexé à ce moment-là parce que j'allais pas plus vite que l'année d'avant, alors que j'y mettais à peu près la même intention, et je me disais, putain, ça c'est pénible, en fait, je fais le même temps, quoi. Mais c'est parce que j'étais malade et j'avais un frein naturel, en fait. Dans ton épisode où tu as fait un débrief de l'UTMB, tu parles également de, effectivement, tes temps de passage qui sont quasiment pas différents si on prend la moyenne de ce que tu as couru. Si je me souviens bien de ce que tu as dit, tu me corrigeras, t'es exactement dans les mêmes temps à 1 minute près maximum sur 80 bornes. Non, à Courmayeur, j'avais perdu un peu de temps. C'est au Chapieux où j'étais à 1 minute près dans le même passage que l'an passé. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est que je perdais un petit peu de temps à monter, tu vois, du fait de cette sensation un peu bizarre que j'avais. J'étais bien, mais ça allait moins vite que ce que je pensais. Et par contre, en descente, j'étais vraiment très très bien. Là, j'ai repris du temps, ce qui fait que j'arrive à Courmayeur avec 7 minutes d'écart par rapport à l'an passé, sur 9h45 de course, je crois, à peu près. Mais j'arrive dans une fraîcheur remarquable, quoi. Pas mal aux genoux, pas mal aux jambes. Moi, j'avais la banane, hein. Je me suis dit, mais... je sors 38e de Courmayeur, c'est parti pour la remontada, et là, le top 20 est accessible. Une des choses, quand je t'ai entendu dire ça dans ton épisode à toi, qui m'a fait écho par rapport à notre partie 1, c'est qu'on avait également parlé de la musculation que tu as doublé, tu as augmenté de 100% ton temps de musculation, c'est exactement les termes que tu as utilisés. 2 séances au lieu d'une. Exactement, 2 séances au lieu d'une. Mais ça fait plus stylé, j'ai augmenté de 100%. Je trouve que ça fait... T'as un petit côté comme cool. Quoi, on manipule vite les chiffres. Hein. C'est ça. Est-ce que tu penses que ces sensations que tu as pu avoir en descente, d'aisance, etc., tu les attribues à, par exemple, ces musculations en plus? Ouais. Je descends pas beaucoup mieux s'il faut aller vite, parce que niveau lecture du terrain, je n'ai pas spécialement progressé. Par contre, effectivement, la répétition m'est beaucoup plus facile, et c'est la première fois où j'arrive sur Courmayeur, et tu sais, d'habitude, tu souffres un petit peu, tu as toujours un tendon rotulien qui te fait un petit signe, même si ça reste pas. Au niveau du dos, des fois, tu as un peu les lombaires un peu contractés, etc. Et là, je suis arrivé à Courmayeur, vraiment, je me suis dit, putain, musculairement, t'es super, quoi. Et c'est pour ça que même si je perdais un peu de temps en montée, je n'étais pas inquiet pour la fin de course, parce que je sais qu'à la fin, c'est vraiment dans les descentes où on est fracassé, où on perd énormément de temps. Donc là, encore une fois, parallèlement à l'acclimatation, un nouveau
entraînement, un nouvel entraînement que tu as mis en place pendant l'année et que probablement a porté ses fruits, c'est la musculation que peut-être tu répéteras par la suite. Ouais, je continuerai déjà parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Ça me sort un peu de la pratique endurance où on fait du vélo et de la course à pied. Donc ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vais reprendre l'entraînement par ça mercredi. Ok. Là, de suite, si tu, malheureusement, malgré l'abandon à laquelle tu as été, on peut dire clairement contraint, puisque si t'es malade, c'est pas juste je suis fatigué, j'arrête, c'est vraiment je suis pas bien. Quand on vomit en tout cas 3 fois, comme tu as dit dans ton épisode ou quoi, on peut parler de contraint à l'abandon. Si tu veux changer ou garder des choses pour l'UTMB 2025, car si j'ai compris, il est déjà dans ta tête. Ah, j'ai déjà la qualif, ouais, je me suis qualifié au Lavaredo. Parfait. Qu'est-ce que tu voudrais changer ? Qu'est-ce que tu vas mettre de côté ? C'est quoi les choses que tu vas reproduire et celles que tu vas arrêter ? Ouais, bah en fait, initialement, dans le petit bilan que je tape sur Patreon, j'avais envie de dire, bah les gars, en fait, j'ai malheureusement dû choper une merde. Donc la recette était bonne, bah on va la rappliquer. Et puis, l'abandon est quand même dur, vraiment dur à digérer. Et je pense que pour revenir à l'UTMB, j'ai besoin d'un petit changement. Faut pas tout remettre en question parce que ça fonctionnait, mais j'ai besoin d'un petit changement et ma réflexion, elle s'est portée sur les 2, 3, 4 premières heures de course. Vu que j'ai abandonné, j'avais moins de choses à raconter, j'avais plus de temps pour regarder un peu les autres. Et j'ai vu des gens comme Josh Wade ou Ruth Croft qui passaient Saint-Gervais en plus de 2 heures, 2h03, 115e place à peu près. Et Josh, il met moins de 22 heures à l'arrivée. Il me double d'ailleurs quand j'ai fini de vomir en montant à Berton. Et Ruth, elle met un peu plus de temps parce qu'elle a pas beaucoup remonté après, elle a accéléré vraiment à partir du Grand Col Ferret. Mais je me suis dit, bah, je reviens en 2025, j'ai abandonné en 2024, ce serait vraiment cohérent de partir encore plus lentement, même si j'ai l'impression que je suis parti doucement, et bah pourquoi pas essayer de partir encore plus doucement, parce que bah, y a quelqu'un qui a prouvé qu'en faisant ça, on pouvait mettre moins de 22 heures. Donc c'est à essayer. Et surtout, quand on revient après un abandon, il faut de l'humilité. Et l'humilité, c'est baisser la tête au début et attendre vraiment longtemps avant de lâcher les chevaux. Et si finalement ça marche pas et que je finis en 23-30, c'est pas grave. Déjà, j'aurais vaincu un peu l'abandon, quoi. Là, en fait, ton objectif principal, les changements principaux que tu viens de mentionner, ça concerne pas l'entraînement, ça va concerner de la stratégie de course. Ouais, exactement. Tu vois, ce petit côté mental, tu reviens sur l'événement, t'as vécu un traumatisme, il te faut un petit truc, parce que si je vais reprendre les mêmes temps de passage en me disant j'applique la même recette, je pense que le cerveau, il va avoir une impression de déjà-vu avec l'an passé. Donc là, entre guillemets, ça va le divertir d'être très très loin, très très lent à Saint-Gervais. Et surtout, je me suis dit, même si je vais doucement, franchement, quand on se regarde les uns les autres, on a tous un peu transpiré, il y en a un ou deux qui parlent un peu moins que les autres. Est-ce que finalement, c'est si lent que ça, quoi ? Ça mériterait d'essayer plus. Je te disais, quand on a enregistré ensemble, que 4 jours avant, j'avais bâché sur l'échappée belle à Supercollé. Oui, je pense que le jour où je vais y repasser à Supercollé, il faudrait peut-être que j'y repasse en off avant d'y repasser sur la course, parce que, comme tu dis, tu peux avoir une impression et ça peut te faire bizarre, comme tu dis, avec un abandon, c'est particulier. Ouais, alors l'échappée belle, c'est plus facile, entre guillemets, d'abandonner parce que le terrain est très dur. Non, mais du coup, quand t'es fatigué, tu peux vraiment plus avancer à cause des cailloux, etc. Tandis que sur l'UTMB, c'est assez roulant, donc tu peux quand même marcher doucement. Je voudrais juste reparler un peu avec toi, si ça te va, de ton abandon et des suites de l'abandon. Comment toi, là, en tant que sportif de haut niveau, t'arrives à digérer celui-ci, et qu'est-ce qui t'aide à avancer vers la suite et là, aujourd'hui, l'envie de reprendre le départ en 2025 ? Ouais, ma source de revenus principale, elle est pas liée à mes sponsors, donc c'est pas très grave, entre guillemets. Elle est liée à la communauté qui me suit et à Patreon, puis à mon métier de speaker qui, lui, tout le monde s'en fout si je finis ou pas l'UTMB. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'abandonner pour les bonnes raisons. Typiquement, si je vomissais avant Berton et que j'arrêtais à Arnouva en disant « Ouais, c'est bon, ça me saoule », là, je pense qu'une grande partie de ma communauté m'aurait tourné le dos et elle aurait eu raison de le faire. Je pense que tout le monde a compris que j'ai arrêté pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi laisser la place à la famille, et puis j'ai pas donné ma langue au chat, hein. J'ai quand même fait 60 bornes après avoir vomi pour être sûr. Donc je suis allé assez loin, même si j'ai pas vu la ligne, et du coup le but du jeu, par contre, c'est d'être transparent avec ces gens-là et de dire attendez, si j'ai chopé un virus sur l'UTMB, probablement je l'ai chopé 4-5 jours avant la course. Je vais encore en discuter avec mon médecin du sport une fois qu'on saura quel virus c'est. Je peux pas revenir
l'an prochain et leur dire vous voyez les gars, je vais aller sur le salon pareil que l'an dernier, nanana. Donc je vais prendre des mesures un petit peu restrictives mais pas trop, qui va être de porter un masque, qui va être de bien se laver les mains, c'est pas très bien mais je le faisais pas beaucoup, qui va être aussi de diminuer les interactions sociales avant la course. Alors déjà, je suis arrivé le mardi et j'avais vu personne avant, donc je suis quasiment sûr que c'est pas moi qui t'ai refilé quoi que ce soit. Je voudrais enlever, mais j'ai vu beaucoup d'autres gens que toi, je voudrais mettre drapeau blanc là-dessus, et ça me fait penser, quand je suis allé interviewer Germain Grangier au début d'août, on s'est mis d'accord pour que je fasse un test Covid avant d'y aller, parce que lui, il a déjà vécu... Ah ouais, t'étais début août. Et j'étais début août, mais le 7 ou 8 août, quelque chose comme ça, et je me suis dit, mais c'était sa demande, hein. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais c'est tellement normal, c'est l'objectif de l'année, c'est le rendez-vous. T'as pas envie de choper un virus parce que t'as croisé un mec qui est venu te tendre un micro. Ouais, après, c'est vrai que moi j'étais plutôt contre cette politique de toujours faire un test pour prouver que t'es clean, machin, un truc, toujours porter un masque et vivre dans une société un peu refermée sur elle-même. Mais je vais faire une entorse à ce règlement personnel 2 semaines avant mon objectif. Enfin, en tout cas, l'an prochain, je peux pas tomber malade une deuxième fois, quoi, ce serait inacceptable. Donc je me mettrais dans ma bulle 2 semaines avant, et même pour animer une course. J'animais la Savoyard Trail juste avant. Il y a quand même 700 personnes. J'aurai un ami speaker qui l'animera à ma place, et j'animerai une course 2 semaines avant, mais pas après. J'ai 2 petites questions pour finir cette partie 2 au final. La première, c'est que tu as dit que tu avais pu identifier, si tu regardais sur ta Suunto le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, tu as pu voir un moment où tu avais des données bizarres par rapport à d'habitude? Ouais, en fait, la montre, je la porte tout le temps. Je la porte même la nuit, et je regarde surtout le sommeil, tu vois, la quantité de sommeil, comme ça me rassure ou ça me fait peur. Et c'est vrai que la VFC, je regarde pas trop. Alors, elle s'affiche tout le temps, mais je regarde vraiment, je m'en fiche. Par contre, quand j'upload la montre sur Nolio pour avoir mes données de la course, etc. C'est vrai que dans la rubrique métrique, j'ai accès aussi à la VFC, qui varie tout au long de la journée, etc. Et même si c'est un algorithme qui est discutable et c'est sans doute pas la VFC réelle, mine de rien, c'est un algorithme qui applique bêtement une formule mathématique. Et cette formule mathématique montre que la valeur, bonne ou pas bonne, a baissé. Dans tous les cas. Donc elle est passée d'un certain stade à un stade moins bien. Et ça s'est vu sur les 3 derniers jours. Il y avait un sommeil un petit peu plus perturbé aussi. Ça, je l'ai mis sur le compte du stress de la course, mais qu'est-ce que c'est pas Oui, ça peut être un mélange de tout ça, hein. Il y a rarement un seul facteur. C'est peut-être un mélange de tout ça qui fait que t'étais malade, et en plus... C'est ce que m'a dit aussi mon médecin du sport. Il m'a dit, ça se trouve, on ne trouvera pas ce que t'as eu, ça restera inexpliqué, et puis ça arrive souvent. Hein. Et si ça se trouve, un virus, tu l'aurais chopé là, demain, il va pas se déclencher parce que tu es assez en forme pour ne pas le déclencher, et traiter ça en off sans que tu le vois, sans aucune donnée. Et quand tu rajoutes le virus, plus du stress, plus tout ce que tu veux, là, ça s'est déclenché. Au niveau alimentaire, j'avais fait le job. Hein. Je suis suivi nutritionnellement par Sébastien Diffenbrom. J'avais attrapé une petite gastro avant le Lavaredo. Du coup, là, on avait dit, tel nutriment, ceci, cela, on va blinder pour être en très bonne santé, etc., etc. Et ça n'a pas suffi, donc j'ai peut-être été exposé à quelque chose d'un peu plus fort. Des fois ça suffit pas, quoi. Il y a une dernière chose en rapport avec ton abandon qu'on n'a pas mentionné. Tu as beaucoup mentionné l'histoire de passer du temps avec ta famille, ne pas leur imposer ton obstination à toi, voir ton frère arriver qui a fait une super course. Enfin, pas leur imposer une 2e nuit blanche aussi. Pas leur imposer une 2e nuit blanche. Je disais voir Aubin arriver après 4 DNF sur l'UTMB, 2 sur la CCC, 2 sur l'UTMB, c'est ça? Ah non, la CCC, il l'a fini, c'est 2 sur la TDS. 2 sur la TDS et 2 sur l'UTMB. Ouais. Donc c'est super louable, et il y en a un dernier qu'on n'a pas oublié des fois dans l'obstination de pas vouloir DNF, c'est la santé. Si t'es pas bien et que t'es malade, déjà 170 bornes quand t'es en forme, tu vas mettre 3 semaines à t'en remettre. Et encore, hein, tu seras pas remis, tu seras normal, mais tu seras pas... 170 bornes et 10 000 mètres, alors que t'as quelque chose qui fait que t'es pas bien... C'est encore plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser le bouchon loin? C'est une autre question qu'on pourrait ouvrir. Ouais, moi, ma philosophie, c'est de dire l'UTMB, c'est la... Moi, j'aime l'ultra-trail, donc l'UTMB est la course la plus relevée en ultra-trail. Donc, je donne tout ce jour-là, et si ça se passe mal, tant pis, je vais au bout des choses, et si je mets 3 mois pour récupérer au lieu de 1 mois et demi, tant pis, je l'accepte. Ça, c'était ma philosophie, et après, il y a le côté famille qui a fait que on a quand même mis le clignotant. Mais sinon, j'étais OK de parcourir avant janvier, par exemple. Ça, j'étais OK avec ça. Et d'ailleurs, je ne me relance pas tout de suite sur une compétition
Même si j'ai entre guillemets couru moins longtemps et que je pourrais peut-être reprendre plus vite, je choisis d'accepter la chose et de prendre le même temps de récupération que d'habitude. Et on verra, du coup, on te reverra sur des courses plutôt autour de 2025. Je courrai pas avant novembre à un haut niveau de compétition. Après, il y a des petites courses régionales autour de chez moi en octobre. Pour faire un peu de seuil et tout, pourquoi pas, mais une vraie compétition en s'impliquant avec une démarche de réussite, ce sera pas avant novembre. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose en novembre, peut-être ce sera 2025. Tu l'as dit juste avant, l'UTMB est la course la plus relevée de l'Ultra Trail. Et je te propose qu'on passe, toi et moi, à la partie pour les abonnés, en tout cas pour mes abonnés Patreon, sur cette UTMB 2024 que je voulais discuter avec toi, très détendu. Parce que c'est quand même pas tous les ans qu'on voit un UTMB comme ça. Mais avant ça, on va clôturer pour les auditeurs tout public, on va dire, cette partie-là. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur ton UTMB, ton acclimatation, ton entraînement en musculation cette année? Je t'avais dit dans la partie 1 que mon acclimatation n'avait pas été top avec des nuits qui restaient chaudes. Donc pour parfaire mon acclimatation l'an prochain, ce qui est sûr, c'est que je dormirai mieux. Alors, il y a 3 options. L'option 1, c'est carrément de se barrer en haute altitude, à Tignes. L'option 2, c'est d'aller dans mon studio à 1500 mètres d'altitude, qui est pas très loin de Chambéry. Et l'option 3, c'est de climatiser le logement dans lequel je vis en plaine. Voilà, donc on verra dans l'hiver comment on décide. Et tu as également parlé dans la partie 1, je m'en souviens, de durée d'exposition un peu trop longue parfois. Peut-être que tu envisages aussi de les raccourcir à l'avenir. Oui, alors, si les entraînements, ça peut aller, je pense que tout le reste, quand tu es chez toi, il faut vraiment qu'il fasse frais. Donc, c'est là-dessus que je vais bosser, en fait. Donc, au niveau d'entraînement, personne ne verra de différence. Mais au niveau de l'après, là, par contre, ce sera différent. Ok, écoute, j'ai hâte de faire une partie 3, une partie 4 l'an prochain pour si tu veux. voir la suite. Mais c'est super intéressant de suivre ça. Et en plus, l'acclimatation de la chaleur, on est dans une période où c'est crucial. Bon, là, les gens ça va sortir autour de la Diagonale des Fous un peu avant. Les gens vont pouvoir écouter ça et se poser des questions. Ça va sortir en fait vendredi. Là, ça sort cette semaine. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il fera de plus en plus chaud et les courses, elles seront certainement chaudes. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on va de plus en plus discuter et qui est vraiment intéressant. Ouais, c'est sûr. Et puis, c'est plus facile à faire que l'altitude puisqu'on peut le faire chez soi. Après, voilà, il faut adapter un peu pour bien dormir, mais on peut. Hugo, je te remercie beaucoup de t'être livré, de m'avoir proposé cet épisode que j'ai adoré réaliser à la frontière entre mes contenus scientifiques et le terrain, le vrai. Ah t'as raison, il faut toujours mélanger les deux. Je crois que Véronique Billa le répète et vu son parcours, on peut s'en inspirer. À bientôt Hugo. Voilà, c'est tout pour cet épisode hors série, au format Back to the Future, que je vous propose pour la première fois avec un invité de marque, Hugo Ferrari. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Hugo, qui mêle subtilement connaissances issues de la littérature scientifique et pratiques de terrain par un athlète de haut niveau. J'espère que les analyses pointues d'Hugo vous aideront à réaliser votre acclimatation à la chaleur pour une course à venir, si jamais vous en avez besoin, et que ses propos sur la musculation et le renforcement musculaire ont fini de vous convaincre des bienfaits de cette pratique. N'hésitez pas à suivre Hugo sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description. Quant à moi, je le remercie encore une fois de m'avoir accordé du temps pour creuser sa préparation physique à cette UTMB, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.